Bonjour à toi chers spectateurs. Si vous frissonnez aujourd'hui dans les salles de cinéma, si vous avez peur aujourd'hui devant des films réalisés par James Wan ou autres productions de Jason Blum, c'est parce qu'il y a un film qui est passé avant tout cela. Un film qui a posé les canons du genre et un film qui reste aujourd'hui une référence indéniable en la matière, c'est Poltergeist. Ou même la saga Poltergeist, mais plus précisément le premier Poltergeist, réalisé donc en 1982 par Tobe Hooper, qui donna lieu à deux suites réalisées en 86 et 88, deux suites qui prouveront bien que malheureusement, après un chef-d'œuvre, il est compliqué de passer et de faire quelque chose d'équivalent. Cette saga, elle n'est pas forcément dans les esprits de tout le monde, et malheureusement, en France, elle n'est pas notable en référence du genre par beaucoup de critiques, et étrangement c'est celle qui a posé le plus de canons modernes en matière d'horreur et de cinéma d'épouvante, on va dire classique. Si aujourd'hui il y a des films comme Saw, si aujourd'hui il y a des films comme Conjuring, si aujourd'hui il y a des films comme Insidious, et s'il y a des films comme tout ce qui sort en ce moment, y compris le remake de Poltergeist, c'est parce que le premier, en 83, a posé des bases qui depuis sont devenus des codes presque à respecter, des besoins et des nécessités dramaturgiques qui sont désormais essentiels à un récit pour le faire avancer et pour faire en sorte surtout que le film soit accessible au grand public. Parce que ce qui caractérise ces films-là, aux États-Unis en tout cas, c'est d'être grand public, d'être des films qui sont on va dire, rated PG, c'est-à-dire public granted, c'est-à-dire que on peut se méfier, mais le film est visible pour le plus grand nombre. Quand chez nous, le film est généralement interdit au moins de 12 ans ou au moins de 16 ans, là-bas, ce sont des limites d'âge qui sont beaucoup plus souples, on va dire. Et en la matière, Poltergeist, c'est un film qui a posé des canons assez modernes, puisque le film était donc PG aux États-Unis, quand chez nous, il était au moins de 16 ans. C'est-à-dire que chez nous, il n'a pas forcément bien marché, mais aux États-Unis, ça a été un carton monumental. Le film a cartonné et a donné lieu donc aux deux suites qui ont fait cette trilogie et qui ont en partie bâti ce qui allait être le cinéma d'épouvante et d'horreur dans les années 80. Donc, on va s'intéresser un petit peu à cette trilogie en sachant que le prochain va bientôt sortir dans les salles. Donc, c'est toujours intéressant d'y revenir un petit peu. En regardant donc en premier Poltergeist de Tobe Hooper, réalisé donc en 1983. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte l'histoire de la famille Freeling. Et tout simplement, dans la famille Freeling, la jeune fille Carol Ann, elle a un rapport un petit peu particulier avec ce qui serait des poltergeists, donc des esprits vagabonds. Et en fait, du jour au lendemain, elle va disparaître. Et sa famille va faire équipe avec une équipe de spécialistes du paranormal pour essayer de retrouver la jeune fille. Donc voilà. C'est tout simplement ça l'histoire, et on n'a pas envie d'en demander plus. Alors ce film, il est connu parce que il y a une personne derrière ce projet qui est tout à fait notable. Et cette personne, vous la connaissez tous. C'est Steven Spielberg. Steven Spielberg est le producteur de ce film, mais également, et c'est très rare et assez important pour le noter, le scénariste. Steven Spielberg n'a écrit que 2 scénarios dans sa vie. Celui de Poltergeist et celui de E.T. Donc Poltergeist, c'est un film qui tenait vraiment à cœur à Steven Spielberg. Et d'ailleurs, ça a créé, on va dire, une espèce de hype autour du film, parce que même encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se demandent si le film n'aurait pas été co-réalisé par Steven Spielberg tant il porte sa patte. C'est tout à fait probable. Ça ne serait pas étonnant du tout. Le mystère plane. C'est ça qui est beau avec le cinéma. Le scénario est donc signé par Steven Spielberg, donc qui a posé l'idée, et également par Michael Gray et Mark Victor, qui coécriront et produiront le deuxième volet. Ça c'est anecdotique, mais c'est tout de même important, c'est pour montrer que c'était eux aussi, ça leur tenait à cœur de réaliser une suite au projet. En tout cas, le scénario de celui-là, c'est du Spielberg quoi. Pour ceux qui sont fans du cinéma de Spielberg, c'est du Spielberg pur et dur. C'est un film qui parle de quoi ? C'est un film qui parle de la famille. C'est un film qui parle de quoi ? C'est un film qui parle des rapports entre les aînés et les enfants. C'est un film qui parle de quoi ? C'est un film qui parle de liens familiaux qui vont être rompus et qui vont devoir se reconstruire. C'est un film qui parle de quoi ? C'est un film qui parle de réunions familiales. Et ça, c'est tout le cinéma de Spielberg. Là, on sent qu'il a voulu l'adapter à un autre genre, c'est-à-dire l'horreur. Parce que généralement, dans le cinéma d'horreur, ce qui est plutôt intéressant, et ça, on s'en rend bien compte aujourd'hui, notamment avec ce que fait James Wan autour d'Insidious, c'est de montrer des femmes qui sont face à elles-mêmes et qui vont devoir se défendre par elles-mêmes, qui vont être laissées tomber par des hommes qui ne veulent pas faire face à ces problèmes, et elles vont devoir elles-mêmes prendre en main leur famille pour aller de l'avant.
Et là, ce qui caractérise le premier Poltergeist, c'est les personnages féminins. Les personnages féminins sont dingues. Déjà, on a Caroline, qui est la jeune fille et qui se fait kidnapper. On a le personnage de la mère, qui est exceptionnel, qui est magnifiquement bien écrit et qui est une femme forte, absolument rare. Et on a le personnage de celle qui recherche, la chercheuse dans le paranormal. Ces trois femmes-là, c'est vraiment le centre nerveux du film et c'est le centre nerveux de la dramaturgie que les trois scénaristes ont voulu développer tout au long du film. C'est superbe. C'est exceptionnel de voir une narration qui est aussi bien menée autour de trois personnages féminins, de montrer presque une filiation. Parce que ces trois personnages-là représentent les trois stades de la femme. L'enfance, la partie adulte et la partie grands-parents. C'est assez magnifique de voir ça. Ces trois personnages se complètent à merveille. Et c'est ce qu'on aura du mal à retrouver ensuite, même si on sent que dans le 2, les deux scénaristes donc, qui seront revenus auront envie de continuer cette filiation. Mais là, dans le 1, elle est superbe, cette filiation. Dans le 1, elle est exceptionnelle, cette filiation. Elle est montrée tout au long du film. Elle est superbement développée. Elle est très très bien faite dans le sens où la grand-mère va aider la mère à être courageuse, à être forte. Et la mère va essayer de sauver sa fille contre tout ce qui est possible, contre vent et marée, contre tous les esprits possibles. Et c'est absolument jouissif de voir ça. Et c'est absolument exceptionnel de voir à quel point les trois scénaristes ont réussi à maîtriser cet ensemble, à porter ces trois personnages féminins tout au long d'une narration qui est équilibrée et qui est élégante. Et puis donc il y a la mise en scène de Tobe Hooper. Et c'est donc là que vient un petit peu le mythe selon quoi Steven Spielberg aurait co-réalisé ce film. C'est pas étonnant parce qu'il y a une certaine patte. Après, Tobe Hooper a une patte aussi particulière, c'est qu'il sait mettre en scène des images qui sont très violentes, des images qui font peur mais qui ne sont pas forcément ultra gore. Il y a une scène dans le film qui caractérise cette idée-là, c'est la scène où on va avoir un des chercheurs qui va se retrouver devant un miroir et qui va se commencer à se déchirer le visage. Genre vraiment à se déchirer le visage, à se l'arracher. Enfin, cette séquence-là, elle est très gore. Et en même temps, pas tant que ça. Parce que Tobe Hooper sait que ce n'est pas forcément une image gore qui fait peur. C'est l'intention qu'il y a derrière. Pour ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse, le film a gagné ses lettres de noblesse comme quoi, soi-disant, c'était le film le plus terrifiant et l'un des plus gore jamais réalisés. Massacre à la tronçonneuse n'est pas un film gore. C'est un film qui fait peur et qui fait viscéralement peur. Parce qu'il en montre très peu. Mais ce qu'il montre, il le montre bien. Et Tobe Hooper, là, il fait exactement pareil. C'est pour ça que dans un sens, les thématiques sont Spielbergiennes, la mise en scène est Hooper. C'est du Hooper pur et dur. C'est du Hooper qui sait la violence, qui la connaît intérieurement, qui sait d'où elle peut naître, qui sait comment elle peut naître au sein du spectateur. Là, elle est superbe, cette violence-là, parce que cette violence, elle arrive à l'endroit où on ne l'attend pas forcément. Elle arrive au coin d'une chambre, derrière une porte, mais pas forcément en la franchissant, en restant derrière. Il suffit de voir tout simplement à un moment la mère qui va vouloir toquer à la porte de sa fille pour voir un petit peu si, entre guillemets, le démon s'est calmé. Elle va ouvrir, mais nous, on va pas rentrer avec elle. On va juste entendre un grand cri et elle va le refermer et elle va dire « excusez-moi ». Ce qui a presque un effet comique, et c'est une partie du cinéma de Hooper très nihiliste qui va dans cette direction-là, le côté comique là où on ne l'attendrait pas forcément. Et c'est assez intelligent de ce point de vue-là parce que Hooper maîtrise la violence, on va dire graphique, pour servir son propos dramaturgique et amener les personnages et le spectateur à plonger dans une peur qu'on n'aurait pas forcément envie d'attendre ou envie de voir. Et ça, c'est vraiment intelligent de ce point de vue-là. Il suffit de voir, il y a une scène, un moment où la mère va tomber dans la piscine qui est creusée, et où là, il va y avoir plein de cadavres qui vont ressurgir de l'eau. Cette séquence-là, elle est terrifiante, pas forcément parce que les cadavres font peur en eux-mêmes, parce qu'ils sont gore, etc. C'est l'idée qui se dégage, cette espèce de... En même temps, elle va se noyer, et en même temps, en plus, elle va se noyer enterrée sous un tas de cadavres, quoi. C'est ça qui est glauque, c'est ça qui est puissant, c'est ça qui fout les jetons, punaise. Et c'est ça qui est jouissif dans ce film, c'est que toute la violence, elle vient là où on l'attend pas, elle n'est pas graphique, elle est morale, cette violence. Et c'est superbe de ce point de vue-là. Au niveau du casting, donc là, on va poser les bases qui seront ensuite les mêmes pour le deuxième. Craig T. Nelson et Joe Beth Williams sont exceptionnels dans le rôle des parents. Ils sont magnifiques, ils sont impériaux. Ces deux acteurs-là, ces deux acteurs qui malheureusement aujourd'hui sont tombés, on va dire, un peu en désuétude et ne font que des seconds rôles dans des séries. C'est dommage parce qu'à cette époque-là, c'était des gueules, quoi. Ils portaient leur personnage avec une grâce, avec une force qui est impériale, quoi. Tout au long, ils sont ses parents, ils sont soudés, ils sont superbes, enfin, ils sont magnifiques. Ils incarnent des personnages très Spielbergiens, ils les incarnent superbement. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir ça. Enfin, ils sont vraiment magnifiques dans ce film, ça c'est clair et net. Et donc, la jeune Heather O'Rourke, cette jeune fille qui malheureusement est décédée peu de temps après la fin du 3, soi-disant pour une malédiction
La malédiction Poltergeist, qui est une des plus grandes légendes urbaines du cinéma moderne. C'est juste qu'elle avait une maladie incurable, la pauvre. Elle est très élégante et elle campe un personnage qui est très complexe parce que ce personnage-là, il fait en même temps peur, il est en même temps ridicule, très antipathique et en même temps touchant. Et la jeune Heather O'Rourke arrive à le camper avec beaucoup de justesse et beaucoup de grâce. Et rien que pour ça, ça vaut largement le coup. Donc voilà, le premier Poltergeist de Tobe Hooper est un chef-d'œuvre ultime, ça c'est indéniable. Il a posé des bases cinématographiques et codifiées qui ont fait en sorte que tout le cinéma d'horreur moderne aujourd'hui ressemble à ça. Et donc, forcément, on se dit pourquoi faire un 2 ? Pourquoi se lancer dans une telle entreprise en sachant que le 1 est un chef-d'œuvre et donc que forcément le 2 va décevoir ?